Quand j'ai entendu un des plus grands profs de philo d'Harvard dire qu'il y avait que 2 grands romans à retenir du 19e siècle, Les Frères Karamazov, Brillant on est d'accord, et Moby Dick, j'ai vraiment bugué parce que Moby Dick, à mes yeux, c'est comme Madame Bovary. Tout le monde connaît l'histoire, mais personne n'a jamais aimé la lire. L'intrigue à première vue, elle est vraiment banale, donc déjà que j'avais la flemme de lire en l'ouvrant, quand j'ai vu qu'il y en avait pour 700 pages, je me suis dit que me connaissant, dans 2 heures, il sera de retour sur l'étagère. Et le pire, c'est que c'est exactement ce qui va se passer. Et j'aimerais vous dire qu'après 100 pages, j'étais convaincu par le style d'écriture de Melville. Sauf que sans déconner, après avoir lu quelques chapitres, c'était pire. Déjà, page 197, on a le droit à un cours sur la biologie des baleines. Franchement, j'ai failli abandonner dès ce moment-là parce que je lis un roman, donc pas vraiment de lecture rapide, pas d'écrémage ni de repérage. D'ailleurs, si vous voulez améliorer votre technique de lecture, que ce soit pour être plus productif au travail ou meilleur dans vos révisions, je donne déjà des cours à plusieurs élèves sur Superprof. Allez voir ma page parce que j'y donne des méthodes et des exercices adaptés à vos besoins et à vos envies. Mais ensuite, j'ai fait le truc qu'il faut absolument pas faire avec Moby Dick, c'est-à-dire aller voir le sommaire. Et c'est vraiment là que j'ai abandonné. Il y avait un nombre de chapitres incalculable sur des sujets qui n'avaient aucun intérêt pour l'instant à mes yeux. Et même si j'avais aimé quelques passages, j'ai d'autres livres que j'ai envie de lire sur mon bureau, donc pof, sur l'étagère. Bon, comme vous le voyez, on est un peu au point mort, mais vous voyez aussi que la vidéo ne s'arrête pas là. Je retourne tranquillement sur YouTube et l'algorithme a dû penser que j'étais un fan de Moby Dick et me recommande donc une autre vidéo qui m'a, remis à ma place. Edgar Lawrence Doctorow, c'est un romancier hyper connu aux États-Unis et il est invité à faire un discours inaugural pour la grande bibliothèque de New York. Et la plupart du temps, c'est juste des cocktails et des speeches hyper pompeux avec 10 000 remerciements. Mais cette fois-ci, avec Doctorow, c'est différent. Le discours de Doctorow tourne autour d'une idée. La littérature américaine n'existait pas avant Moby Dick. Donc là, 2 choses me sont venues en tête. La première, c'est que, évidemment que Moby Dick ne pouvait pas être aussi simple que ce que je pensais. Et deuxièmement, je me rends compte à quel point les préjugés qu'on peut avoir sur un livre conditionnent justement ce qu'on va réellement tirer de sa lecture. En fait, je me suis auto-dégoûté de Moby Dick avant même que de l'avoir lu. Donc je suis retourné dans ma bibliothèque, j'ai rouvert le livre, sauf que cette fois-ci, j'ai mis en suspens tous mes préjugés et cette petite décision va littéralement tout changer. Petit à petit, les éléments que je trouvais justement ridicules dans le récit de base devenaient, et je pèse vraiment mes mots, brillants. D'abord, je réalise la beauté de l'écriture de Melville. L'inversion que l'on subit en tant que lecteur quand Melville nous force à nous mettre à la place des familles de baleines terrorisées par l'ombre des bateaux de pêche passant au-dessus d'elles, c'est quelque chose que peu de livres sont vraiment capables de nous faire ressentir. Pour vous dire, le dernier livre en date qui m'a fait cet effet, c'est ce livre de Baptiste Morisot, un philosophe français qui connaît les loups mieux que personne. Bref, j'avance quelques pages et j'arrive sur un chapitre qui me décrit l'industrie des baleines. Et là aussi, je me dis, attends, mais c'est incroyable ce qu'il connaît de l'industrie des baleines. On s'y sent vraiment en tant que lecteur. C'est vraiment bizarre, Moby Dick. Parce que, pour ceux qui l'ont lu, je sais pas si vous êtes d'accord, mais on sent qu'on est sur ce bateau, on sent qu'on est éclaboussé par les vagues, on sent qu'on est dans cette quête, dans cette chasse de la baleine, et parfois on a envie de la protéger elle, comme parfois on a envie de protéger le navire sur lequel le narrateur, Ishmael, est. Là encore, être capable de faire ressentir ça à travers des mots, c'est renversant. Bref, à ce moment-là, j'étais super content de voir que je commençais à comprendre la profondeur de Moby Dick, mais il y avait quelque chose qui me tracassait. En fait, il fallait que je commence à me l'avouer. J'avais gâché bêtement les 300 premières pages d'un livre dont je commençais à comprendre la richesse extraordinaire. Et maintenant que je venais de comprendre ça, il fallait bien que je corrige le tir, mais manque plus qu'à savoir comment je vais m'y prendre. Et je vous assure, c'est précisément à ce moment-là qu'est arrivée cette scène. C'est une scène géniale, presque inconcevable d'un point de vue philosophique, qui va vraiment me faire comprendre que Moby Dick fait peut-être partie des romans les plus complexes que j'ai pu lire. C'est le fameux monologue du capitaine du navire sur la signification de Moby Dick. Ce capitaine, Achab, a un charisme divin. Il est un petit peu dictateur sur son bateau, mais c'est un génie de la mer. Pour vous dire, il n'arrive qu'au chapitre 68. Il ne parle que très peu, il n'a presque aucun défaut, sauf un, il veut à tout prix se venger de Moby Dick, la baleine blanche qui lui a arraché sa jambe. Sauf que si Achab a bien la figure d'un dieu, la beauté de Moby Dick, c'est que Melville a choisi de déifier la baleine. Moby Dick est présent tout au long du livre, mais de manière imperceptible, presque impalpable. Elle est blanche, peut-être parce qu'elle est parfaite, ou peut-être parce que nous sommes aveugles. Elle est divine, et nous, lecteurs, restons profanes. Donc il y avait vraiment quelque chose de mythologique dans cette scène, de religieux, c'était certain, mais quelque chose de l'ordre du mystique qu'il me semblait important, mais difficile à capturer intellectuellement. Et la manière dont je m'y suis pris, on va l'appeler mytho-poétique. En fait, c'est une pratique peu connue, mais qu'utilisent de grands penseurs comme Carl Jung ou
ou Mircea Eliade. L'idée c'est de stimuler notre réflexion, nos connaissances, en associant deux structures de connaissances en parallèle, à savoir la mythologie grecque et Moby Dick. La forme est libre, mais dans mon cas, j'ai choisi d'associer les personnages entre eux, et vous allez voir, les conclusions qu'on est capable de tirer avec cette analyse va, dans le cas de Moby Dick, vraiment tout renverser. Par exemple, le voyage à bord du navire à la recherche de la baleine ressemble à une quête épique qui rappelle un petit peu Jason à la recherche de la toison d'or. Moby Dick, je trouve, symbolise les forces naturelles indomptables, comparables aux monstres et aux titans comme Typhon ou le Minotaure. Et c'est justement en laissant mon imagination se guider par les associations que je me suis rendu compte que le récit de Moby Dick avait désormais un sens totalement nouveau. Un peu comme si chaque personnage avait maintenant deux têtes et que le récit avait désormais une infinité de nouvelles manières d'être interprété. Et c'est justement à partir de là que ma lecture de Moby Dick n'était plus du tout la même. Mais pas seulement en termes de vitesse, de qualité de l'immersion, de ma compréhension de thèmes plus profonds. En fait, je me suis même retrouvé à regarder un documentaire jusqu'à 2h du matin sur l'industrie des baleiniers à Nantucket. En fait, au début, je me disais que Moby Dick c'était une histoire de chasseurs de baleines, alors que maintenant, je me dis que c'est être avec des chasseurs de baleines. Être un chasseur de baleines comme notre narrateur, Ishmael, qui s'efface tellement qu'on a l'impression que Melville voulait qu'on prenne sa place sur le navire. Sans déconner, en 3 heures, j'avais fini le livre. Et je réalise seulement maintenant à quel point une toute petite gymnastique d'esprit peut décupler l'immersion et la qualité de notre lecture. Faisons juste avant de nous quitter un petit récapitulatif de ce qu'on a vu dans cette vidéo. D'abord, évitez l'effet Pygmalion, à savoir l'auto-sabotage d'une lecture parce qu'on a pu vous dire à son sujet. On se détache de nos préjugés et on continue de nourrir notre compréhension avec des vidéos, des discours ou d'autres formats. Et finalement, vous pouvez grandement améliorer votre compréhension d'un ouvrage grâce à la mythopoétique. 2 histoires en parallèle que vous connecterez autant que possible. Donc selon vous, Moby Dick, ça se relie ou pas ?